Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter IPFS. Alors qu'est-ce que IPFS? Eh bien déjà IPFS veut dire Interplanetary File System ou en français système de fichiers interplanétaire. Et là vous vous dites, chouette, on va pouvoir envoyer des fichiers sur Mars. Alors pas tout à fait, mais nous allons voir que IPFS peut permettre des choses assez intéressantes. Alors IPFS déjà est un réseau distribué. On a déjà vu des réseaux distribués, comme par exemple Freenet, qui est donc l'opposé de ce que la majorité des gens utilisent aujourd'hui, qui est le réseau centralisé. Aujourd'hui, la majorité des gens utilisent des réseaux centralisés, en particulier qui passent par des GAFAM. Donc Google, Facebook, Microsoft, Amazon, etc. Alors IPFS a pour ambition de remplacer le web tel que nous le connaissons, et qui est majoritairement centralisé, par un web décentralisé. Certains même l'appellent le web 3.0. En effet, IPFS va permettre de stocker des fichiers, mais également des sites internet, ou par exemple des vidéos que vous pouvez streamer. Mais ce que nous allons faire dans cette première partie de vidéo, c'est tout d'abord prendre un exemple concret pour voir comment IPFS peut fonctionner pour vous, et ensuite, nous utiliserons concrètement l'application IPFS pour voir comment elle fonctionne. Alors tout d'abord, IPFS a été créé par Juan Bennett, qui est donc un Californien, donc c'est encore un produit venu des États-Unis, et qui a donc lancé IPFS en 2015. Juan Bennett est également PDG d'une société qui s'appelle Protocol Labs et qui est spécialisée dans la blockchain. Donc là, vous devez déjà vous attendre à entendre parler de blocs. Alors donc, prenons un cas concret. Prenons le cas d'Alice qui veut envoyer un fichier volumineux à Paul et à Jacques. Elle ne peut pas envoyer ça en pièce jointe dans un email parce que c'est un fichier volumineux. Elle va donc choisir d'utiliser le cloud. Donc ça peut être par exemple Dropbox, OneDrive, Google Drive, enfin bref, tous les clouds centralisés qui existent aujourd'hui. Et donc Alice va donc envoyer son fichier Fedora ISO sur un cloud. Elle va donc utiliser son compte sur ce cloud et elle va donner des droits d'accès également sur ce fichier pour que Paul et Jacques puissent y accéder. Donc ça, c'est une utilisation très courante, centralisée, du cloud que nous connaissons aujourd'hui. Alice s'en va, elle déconnecte son ordinateur, et donc le fichier ISO est sur le cloud. Mais il se trouve qu'un hacker pirate son compte dans le cloud, et donc décide de modifier le fichier Fedora ISO et d'y installer un petit spyware. Paul et Jacques vont donc télécharger ce fichier ISO et malheureusement, ce ne sera pas le fichier original que Alice a mis dans le cloud, mais le fichier modifié par le hacker qui contient ce spyware. Alice revient et s'aperçoit que son ordinateur tombe en panne et donc elle a perdu son précieux fichier ISO. Donc elle décide de se connecter à son cloud pour essayer de récupérer son fichier ISO. Manque de bol, le hacker a fait plus de dégâts que prévu et son fichier ISO ne se trouve même plus sur le cloud. Donc on se retrouve avec Alice qui ne peut plus récupérer son fichier ISO et qui l'a perdu, et Paul et Jacques qui se retrouvent avec un fichier vérolé. Mais heureusement, Paul lui dit « T'inquiète pas Alice, j'ai téléchargé ton fichier, je te le renvoie dans mon cloud ». Et donc à son tour, Paul va lui renvoyer son fichier ISO dans son cloud, et donc va refiler à Alice un fichier vérolé. Le résultat est tragique puisque tout le monde se retrouve avec quelque chose qui est complètement corrompu et qui donc va leur poser beaucoup de problèmes. Bien maintenant ce que je vous propose, c'est de voir si IPFS peut améliorer une telle situation. Ok, donc maintenant on voit qu'ici Alice a installé IPFS sur sa machine, ainsi que Paul et Jacques. Et d'ailleurs, Paul, Jacques et Alice peuvent très bien avoir installé IPFS sur n'importe quel système. Ça peut être du Windows, du Mac ou du Linux. Donc ici, plus de serveurs centralisés. C'est-à-dire qu'en fait, Paul, Jacques et Alice font office de serveur. Ils sont tous les trois leur propre petit serveur. Donc Alice va mettre sur IPFS son fichier Fedora ISO. Ceci va générer une signature unique appelée CID qui va identifier de façon unique ce fichier Fedora ISO. Pour que Paul et Jacques puissent télécharger le fichier, elle va envoyer cette signature, ce CID, à Paul et à Jacques par email.
Alice se déconnecte et Paul et Jacques reçoivent par email cette signature, ce CID, qui leur permettra de télécharger le fichier. Mais, et c'est une chose très importante, tant que Alice n'est pas reconnectée à Internet, Paul et Jacques ne peuvent pas télécharger le fichier. Pour le moment, le fichier ne se trouve que sur l'ordinateur d'Alice, qui n'est pour le moment pas connecté à Internet. Ça, c'est une chose très importante à comprendre, parce que contrairement au cloud centralisé, où vous pouvez mettre le fichier dans le cloud, puis partir, et ainsi Paul et Jacques peuvent télécharger en votre absence le fichier, ici, avec IPFS, ce n'est pas possible. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de mettre le fichier sur IPFS pour qu'il se propage sur le réseau IPFS. Ce n'est pas le cas. Donc il faudra qu'Alice revienne se connecter pour que Paul et Jacques puissent utiliser cette signature, ce CID, pour télécharger le fichier. Donc Alice revient, mais Jacques, lui, est parti. Il n'est plus connecté à Internet. Mais du coup, Paul en profite pour pouvoir télécharger le fichier d'Alice. Et donc, le fichier d'Alice se trouve sur l'ordinateur de Paul désormais. Et ceci, bien sûr, avec la même signature. Remarquez que Paul a décidé d'épingler le fichier Fedora ISO sur sa machine. Vous voyez que j'ai mis une petite épingle rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un fichier que vous avez téléchargé sur IPFS peut avoir en fait deux états. Un état éphémère ou permanent. Si vous n'épinglez pas le fichier, il peut être effacé à tout moment pour, par exemple, libérer de la place sur votre disque. Si vous n'épinglez pas le fichier, cela veut dire que vous ne lui portez pas une importance particulière, que vous l'avez téléchargé à un moment donné, mais qu'ensuite vous ne souhaitez pas le conserver dans le temps. Donc un fichier qui n'est pas épinglé peut être effacé à tout moment. Alors que si vous décidez d'épingler ce fichier, à ce moment-là, il restera sur votre machine indéfiniment tant que vous ne l'avez pas désépinglé. Donc maintenant, Paul a donc le fichier sur son ordinateur qui a donc la signature CID, la même signature d'origine qu'avait Alice sur son fichier. Mais comme vous pouvez le voir, un hacker a décidé de pirater l'ordinateur d'Alice. Et il va modifier des blocs qui constituent le fichier Fedora ISO. Cela aura pour conséquence de modifier la signature du fichier. Ce qui veut dire que la signature de départ qu'avait donnée Alice à Paul et à Jacques n'est plus la même. Du coup, ce fichier Fedora ISO qui contient le spyware est considéré comme étant un autre fichier. Ce n'est plus le même fichier. Jacques revient se connecter à Internet et décide, avec la signature CID qu'il a reçue, de télécharger le fichier Fedora ISO d'Alice. Mais, du coup, c'est Paul qui va lui transmettre ce fichier. Jacques va en fait télécharger le fichier sur l'ordinateur de Paul et non pas sur celui d'Alice, car celui d'Alice a été modifié et n'a pas la même signature. Donc du coup, cela protège Jacques, qui ne risque pas de télécharger le fichier contenant le spyware. C'est Paul qui va lui distribuer le bon fichier. Puisqu'en plus, Paul l'a épinglé et que donc, il devient en fait celui qui est le plus sûr au niveau de la distribution de ce fichier, puisqu'il ne risque pas d'être effacé sur l'ordinateur de Paul. Alors que vous remarquerez qu'Alice, elle, ne l'a pas épinglé. Mais comme elle est à l'origine de l'envoi de ce fichier, bien sûr, il restera sur son ordinateur. Maintenant, Alice s'est aperçue qu'il y avait des problèmes sur son ordinateur. Elle décide de réinstaller son ordinateur, mais, comme tout à l'heure avec le cloud, a perdu son précieux fichier Fedora ISO. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Paul de lui renvoyer le CID et elle va à nouveau retélécharger son fichier d'origine qui se trouve sur l'ordinateur de Paul et décide de l'épingler pour le conserver. Maintenant, Alice décide qu'elle n'a plus besoin de ce fichier et décide de l'effacer de son ordinateur. Paul, lui, décide de ne plus épingler le fichier Fedora ISO. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus personne n'a épinglé le fichier, Alice n'a plus le fichier, au bout d'un certain temps, plus personne n'aura le fichier. Et le fichier Fedora ISO va disparaître totalement du réseau IPFS, ainsi que sa signature. Alors, quel délai il y a entre le moment où Alice supprime son fichier et le moment où il va disparaître du réseau IPFS? C'est impossible de le savoir. C'est-à-dire que le moment où vous décidez de supprimer un fichier sur le réseau IPFS et le moment où il va réellement disparaître du réseau IPFS est impossible à déterminer. Ça peut être 48 heures,
comme ça peut être des semaines ou des mois, ou voire même jamais. Donc ça, c'est une chose dont il faut bien se souvenir, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de mettre un fichier sur le réseau IPFS et que des personnes commencent à le télécharger, eh bien vous pouvez considérer que le fichier ne sera jamais effacé et qu'il sera toujours en circulation sur le réseau IPFS. Donc ça, c'est une chose dont il faut bien se rappeler. Comme souvent, que ce soit pour le réseau IPFS ou pour n'importe quel autre réseau, partez du principe que le fichier supprimé n'existe pas sur Internet. À partir du moment où vous mettez un fichier sur Internet, que ce soit dans un cloud centralisé ou que ce soit sur des réseaux Darknet ou autres, vous devez partir du principe que le fichier que vous envoyez sur Internet ne sera plus jamais effacé d'Internet. Le bouton supprimer n'existe pas sur Internet. Maintenant, il y a un autre aspect important que nous n'avons pas vu, c'est que je vous ai dit au départ que Alice a envoyé cette fameuse signature CID par email à Paul et à Jacques. Or, il est tout à fait possible que son email soit intercepté et que ce CID soit modifié par un hacker. Ici, vous le voyez, le hacker a changé le CID qu'a envoyé Alice par email en mettant son CID à lui de son fichier qui contient le spyware. Paul pense que l'email est légitime puisqu'il vient d'Alice. Il pense que le CID est le bon. Et au lieu de télécharger le bon fichier, c'est-à-dire celui d'Alice, eh bien, il va télécharger celui du hacker. Et il ne va s'apercevoir de rien. Donc IPFS ne fait pas tout. Et la méthode que vous allez utiliser pour envoyer votre CID et partager votre CID avec d'autres personnes est très importante. Donc vous devez utiliser une méthode sécurisée pour pouvoir diffuser votre CID. Ça peut être par exemple bien un email chiffré avec du GPG, avec des clés paires, une signature qui permet donc de s'assurer de la provenance de l'email et de s'assurer que cet email n'a pas été modifié avant d'arriver jusqu'à vous. Donc IPFS ne vous protégera pas de ce genre de choses, donc il faut y penser. Alors maintenant, voyons un petit peu en détail ce qui s'est passé lorsque Alice a mis son fichier sur IPFS. Concrètement, ce qui se passe, c'est que le fichier est découpé en petits blocs. Le nombre de blocs peut varier en fonction de la taille du fichier, ça peut être 6, 12, 50, 100 ou plus de blocs. Et chaque bloc génère donc une signature. C'est par exemple les 4 blocs que vous voyez en bas. Avec ces 4 blocs, cela permet de générer 2 autres signatures. Et enfin, ces 2 autres signatures vont permettre de générer la signature racine, celle qui va permettre de faire le CID. Et c'est ça le principe le plus important en fait de IPFS, c'est qu'il a un système qui permet de rendre incorruptible un fichier. Puisque si un seul des blocs est modifié, cela change toutes les signatures jusqu'à la signature racine CID, et donc ce n'est plus le même fichier, et vous ne risquez pas de télécharger un mauvais fichier si vous avez bien sûr le bon CID. Donc ça, c'est la force principale de IPFS. Alors on peut par exemple prendre un exemple concret. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Linux Mint, où pendant un certain temps, assez court, il faut bien le dire, mais pendant un certain temps, le fichier ISO de Linux Mint a été en fait piraté. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont téléchargé un fichier ISO qui contenait un spyware. Donc, si Linux Mint avait utilisé IPFS, eh bien, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Sauf que, s'ils avaient mis, par exemple, le CID de leur fichier ISO sur leur site internet, eh bien, il suffisait aux hackers de changer ce CID sur leur site internet et de mettre le sien pour que les gens téléchargent le mauvais fichier. Donc, IPFS, là encore, ne fait pas tout. Mais il aurait peut-être fallu, par exemple, que tout le site de Linux Mint soit sur IPFS, ainsi que le fichier ISO, de façon à ce que et le site et le fichier ISO soient incorruptibles. Il y a aussi un autre exemple qui est souvent cité, c'est l'exemple de la Turquie qui avait bloqué l'accès à Wikipédia. Et donc, Wikipédia avait été copié dans son intégralité sur le réseau IPFS de façon à contrer la censure. Alors, ce genre de choses fonctionne à condition qu'il y ait beaucoup de gens qui, effectivement, vont télécharger les pages du site. Et donc, les pages du site vont se propager sur tout le réseau, sur tous les nœuds IPFS
que les gens ont installé sur leur machine. Si vous n'avez que 3 personnes qui, par exemple, vont visiter cette copie de Wikipédia sur IPFS et qui ne l'épinglent même pas, vous avez toutes les chances qu'au bout d'un moment, ces fichiers disparaissent totalement du réseau IPFS. Donc pour que IPFS puisse vraiment fonctionner à pleine puissance, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui l'utilisent. Et il faut également qu'il y ait un maximum de gens qui téléchargent le même fichier. Sinon, ce fichier va tout bonnement disparaître du réseau. Alors avant de voir concrètement comment ça fonctionne, nous allons tout de suite répondre à quelques questions de base. La première, c'est est-ce que les fichiers sont chiffrés? La réponse est non. IPFS ne chiffre pas vos fichiers. Donc, vous devez utiliser une méthode de chiffrement, peut-être de la 256 ou n'importe quelle autre méthode de chiffrement qui vous conviendra, avant de transférer vos fichiers sur IPFS. Par contre, bien sûr, les communications sur le réseau IPFS sont chiffrées, mais pas votre fichier en lui-même. Votre fichier est en clair sur le réseau. Alors du coup, est-ce que les fichiers sont privés? Eh bien non. Vos fichiers sont publics. À partir du moment où vous mettez un fichier sur IPFS, n'importe qui peut voir ce fichier. Donc si vous ne l'avez pas chiffré, son contenu peut être vu. Si c'est un fichier texte, par exemple, un document quelconque, par exemple un document de traitement de texte, on peut tout à fait lire le contenu sans problème, puisque là, on n'est pas comme dans le cloud avec des droits d'accès ou autres. Il n'y a pas de droit d'accès. Tout fichier que vous mettez sur IPFS est public. Tout le monde peut y accéder. Alors, est-ce que IPFS protège votre anonymat, votre identité? La réponse est non. Et même si vous utilisez un VPN ou le réseau Tor avec IPFS. Parce que IPFS, en fait, transmet beaucoup trop d'informations dans ces paquets pour pouvoir vraiment prétendre à vous rendre anonyme. Donc, il sera possible, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour protéger votre anonymat, de remonter jusqu'à vous ou de remonter à toute personne qui distribue ou partage un fichier. Donc non, IPFS ne protégera pas votre anonymat. Alors, est-il résistant à la censure? La réponse est oui, mais à condition qu'il y ait un maximum de personnes qui téléchargent le fichier et qui l'épinglent. Donc ça permet effectivement de combattre la censure, mais jusqu'à une certaine limite. Mais si personnellement je devais combattre la censure, je préférerais Freenet à IPFS. Alors est-ce qu'il permet un partage de fichiers sécurisés? La réponse est oui, puisque, on l'a vu, le fichier est incorruptible, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, à ce propos, les signatures sont faites et sont générées à partir d'algorithmes de hachage qui sont bien connus, comme par exemple le SHA 256, mais pas que. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs ont prévu de pouvoir changer le système de hachage au cas où il serait cassé. On sait par exemple que par le passé, le hachage MD5 a été cassé et donc on est passé au SHA 256. Eh bien, imaginons qu'un jour le SHA 256 soit à son tour cassé, il pourrait changer tout de suite le hachage pour ne pas compromettre tout le réseau et passer peut-être à du SHA 512 ou je ne sais quoi d'autre. Mais donc, ils ont prévu la possibilité d'évoluer en cas que certains algorithmes soient cassés. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et c'est une très bonne idée. Ceci étant dit, c'est du multi-hash qu'ils font. Ils ne se contentent pas simplement de faire un simple hachage 256, c'est du multi-hash parce qu'en fait, cette signature contient plus d'informations en fait que simplement un simple hachage. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails, sinon cette vidéo ferait 4 heures. Alors, est-ce qu'on peut utiliser IPFS pour faire des sauvegardes ou de l'archivage? La réponse est non. N'utilisez pas IPFS pour faire cela, pour la bonne et simple raison, c'est que vous n'avez absolument aucun contrôle sur combien de personnes vont télécharger votre fichier et combien vont l'épingler. Cependant, il y a des entreprises qui, moyennant finance, vont proposer de stocker vos fichiers et de les épingler. Mais on revient donc à une méthode centralisée, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a même un système de crypto-monnaie appelé Filecoin qui permet donc de rémunérer ceux qui vont conserver vos fichiers avec un système de minage basé sur de la crypto-monnaie. Donc là, comme je vous l'avais dit,
quand on commence à utiliser une société qui travaille dans la blockchain, il faut s'attendre à avoir de la crypto et des blocs. Alors en conclusion, est-ce que IPFS va vraiment devenir le Web 3.0 ? Eh bien j'ai envie de dire à suivre. Parce qu'en fait, tout dépendra de combien de personnes vont adopter ce système. Personnellement, à aujourd'hui, je pense que non. Ça ne deviendra pas le Web 3.0. Mais par contre, ça peut être intéressant pour les développeurs de développer des applications qui sont basées sur IPFS. Et d'ailleurs, il y a déjà pas mal d'applications. Je vous conseille d'aller sur le site d'IPFS et d'aller voir les nombreuses applications qui ont été créées sur IPFS. Donc ça peut avoir de l'intérêt pour les développeurs pour faire plein d'applications basées sur ce système décentralisé. Mais est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va être utilisé par monsieur et madame tout le monde sur Internet? Là j'ai un doute, mais bon, qui sait, ça peut évoluer, c'est pour ça que je mets à suivre, parce que aujourd'hui c'est quand même un système qui est assez jeune, hein, il n'a que 6 ans, donc il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, il est toujours en développement, et peut-être que beaucoup d'autres choses peuvent permettre à effectivement IPFS de devenir le Web 3.0. Je vous rappelle quand même que l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas une seule invention, mais plusieurs inventions qui ont été mises ensemble pour créer le net que nous connaissons aujourd'hui. Donc il est très possible que d'autres choses viennent s'accoler à IPFS et rendre IPFS le Web 3.0. Donc, à suivre. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment on l'utilise. Alors pour installer IPFS, eh bien, vous devez d'abord aller sur le site de ipfs.io et vous allez donc pouvoir ici cliquer simplement sur Install et vous avez plusieurs modes d'installation. Le plus facile, c'est bien sûr d'installer l'application de bureau, donc vous cliquez sur Install IPFS Desktop et vous allez voir qu'ici on va vous proposer donc plusieurs versions pour Windows, pour Mac ou pour Ubuntu. Donc si par exemple je suis sous Windows, je vais cliquer sur Windows, je vais cliquer ici sur IPFS Desktop Download Page, et vous voyez que en fait j'ai beaucoup plus de fichiers que simplement pour Windows, puisque ici c'est le fichier Windows, on le voit ici en .exe, mais vous avez également des fichiers pour Debian, des fichiers pour Ubuntu avec du Snap, de l'AppImage pour toutes les autres versions de Linux, du RPM pour ceux qui sont sous Fedora, du Mac avec du DMG ou du Zip. Bref, il y en a pour tous les goûts, donc vous avez l'application IPFS de bureau pour tous les systèmes d'exploitation. Donc une fois que vous avez installé l'application, qui est très facile à installer, il n'y a vraiment rien de technique, eh bien vous n'avez plus qu'à la lancer, et cela va donc démarrer le nœud IPFS sur votre machine. Donc voyons un petit peu à quoi ça ressemble. L'application de bureau IPFS, quel que soit le système d'exploitation que vous avez, sera strictement identique. Donc si vous cliquez déjà sur le logo IPFS, vous allez avoir une page d'accueil qui va vous expliquer pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, en plus c'est en français, ce qui est très agréable pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et vous avez donc plein de choses qui vous sont expliquées avec plein de liens qui vont vous amener où vous voulez. Par exemple, si vous voulez voir un petit peu toutes les applications qui sont basées sur IPFS, je vous conseille d'aller voir applications et services complètement distribués ici en cliquant sur ce lien et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont été créées. Alors après, il y a bien sûr certaines applications qui sont encore en alpha, certaines en bêta, donc ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne merveilleusement bien. Moi-même, j'en ai testé quelques-unes et ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Mais tout ceci n'en est qu'au début, donc soyez indulgents et il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal de développement à faire pour que tout cela fonctionne de façon très fluide. Mais c'est plutôt amusant d'utiliser ces nouvelles applications sur ce nouveau système. Alors si je clique sur statut, eh bien je vais voir donc ce qu'est en train de faire mon nœud de réseau, donc son débit sortant et entrant. J'ai un joli petit graphique. Et j'ai donc l'identifiant de mon nœud pair à pair. Je peux également voir, nous le verrons tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont connectées à mon nœud. Et vous voyez qu'ici, il nous indique 864 paires découverts. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui utilise IPFS. Si je clique sur fichier, eh bien c'est là où je vais pouvoir mettre les fichiers que je veux envoyer sur IPFS. Et c'est également là que je vais pouvoir importer les fichiers qui sont partagés par d'autres personnes. Si je vais dans Explorer, là nous allons avoir ce qui est appelé la forêt de Merkle. Rien à voir avec l'actuel
première ministre allemande, hein, je tiens à le préciser. Mais ça permet ici donc de réunir plusieurs systèmes basés sur du bloc et de pouvoir donc partager des fichiers. Par exemple, vous avez ici le projet Apollo. Et on va aller y faire un petit tour parce que cela va nous permettre de voir justement comment fonctionne cette histoire de bloc. Donc je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez que nous avons déjà donc une liste de fichiers qui est partagée donc par ce projet Apollo, l'archive du projet Apollo. Vous voyez qu'on a des fichiers JSON, pays, etc. Mais on va plutôt s'intéresser à Album puisque c'est là qu'on va avoir en fait des photos du projet Apollo. Vous voyez à droite ici que ça représente en fait tous les blocs. Vous voyez qu'il y a un sacré paquet de blocs qui ont été créés. Donc tous ces fichiers ont été découpés en petits morceaux. Et vous avez donc la signature qui correspond à ce fichier. Plus exactement à ce dossier, puisqu'ici on est dans le dossier album, donc c'est le dossier album ici qui est représenté. Nous allons aller plus loin. Et ici, vous voyez qu'on a des fichiers JPG, donc des images. Donc là, ça devient intéressant. Je vais cliquer sur une des images. Et si je clique sur visualiser sur la passerelle IPFS, eh bien cela va ouvrir mon navigateur. Et vous voyez que j'obtiens donc une image d'archives du projet Apollo. À ce propos, j'ai également installé sur mon navigateur le compagnon IPFS que vous pouvez trouver sur toutes les versions de navigateur. Vous pouvez installer sur Vivaldi, sur Chrome, sur Edge, sur ce que vous voulez. Chose intéressante à savoir, Brave, le navigateur Brave intègre déjà IPFS de base. Donc ça c'est intéressant. Donc Brave mise sur le futur d'IPFS. Donc c'est intéressant de voir que ça commence à devenir du sérieux de ce côté-là. Alors on va aller un petit peu plus loin. Je vais cliquer juste sur le premier bloc de l'image et je vais cliquer sur visualiser sur la passerelle IPFS. Et vous voyez qu'en fait, je n'ai pas l'image totale, mais juste la première bande de l'image, c'est-à-dire le premier bloc de l'image. Donc là, on voit concrètement le fait que cette image a été découpée en plusieurs morceaux, en plusieurs blocs, et que je peux visualiser bloc par bloc, si je le souhaite, et que chacun de ces blocs a sa propre signature, a son propre protocole d'accès, en fait. Donc ça, c'est vraiment concret, vous l'avez devant les yeux. Et vous voyez qu'ici, d'ailleurs, on ne voit qu'un gros point ici, sur le côté droit, qui représente donc un bloc. Bien maintenant, on va continuer, on va regarder la partie paire. Donc c'est là où on va pouvoir en fait voir toutes les personnes qui sont connectées à votre nœud de réseau. Donc vous voyez qu'ici j'en ai un paquet, j'en ai 693 qui sont connectés de tous les pays. Vous voyez on a Netherlands, Germany, le temps qu'il identifie, voilà Suède. Donc il y a un paquet de gens qui sont connectés à mon nœud de réseau. Et on a un Français d'ailleurs ici. Et donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde partout dans le monde, vous voyez les petits points qui sont ici, vous les représentent, qui se connectent entre eux et qui partagent donc des fichiers. Ensuite, on a les paramètres qui permettent de régler certains paramètres de IPFS sur votre nœud de réseau. Entre autres, ça va vous montrer les fichiers que vous avez épinglés. Vous pouvez modifier la langue, enfin il y a pas mal de choses. Vous pouvez même aller dans le détail en modifiant ici la configuration d'IPFS. Alors je vous déconseille d'aller trop là-dedans si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que vous risquez de dérégler votre nœud et il ne va plus se comporter correctement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment on met un fichier sur IPFS et comment on peut le partager avec les autres. Donc, je vais reprendre l'exemple d'Alice. Mais à la différence, c'est que je ne vais pas mettre mon fichier directement ici sur IPFS, mais je vais d'abord créer un dossier. Alors, vous avez ici un bouton importer, et je dirais qu'il n'est pas très ergonomique parce qu'il y a juste marqué importer, mais vous voyez qu'on peut créer un nouveau répertoire. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec importer. Donc, il faudrait un petit peu, je pense qu'il sépare ce qui est de l'utilitaire par rapport à ce qui est de l'importation. Puisque là, créer un nouveau répertoire n'a rien à voir avec l'importation. Enfin bref, c'est mon avis, mais enfin bon... Pour moi, cette application est plus une application qui prouve le concept plutôt qu'une application qui est à utiliser au jour le jour. Je pense qu'il sera peut-être intéressant d'utiliser des applications qui sont faites par d'autres développeurs dans certains domaines d'application qui correspondra mieux à ce que vous voulez faire, comme par exemple stocker du fichier ou autre. Ici, on est plutôt dans une application qui permet de prouver que ça fonctionne. Donc, je clique sur Nouveau répertoire et je vais donc donner un nom à ce répertoire. Je vais l'appeler... par exemple, fichier ISO.
Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de créer des répertoires dans lesquels vous allez mettre vos fichiers plutôt que de mettre les fichiers directement à la racine. Créez plutôt des dossiers et mettez vos fichiers à l'intérieur. Donc, je peux ouvrir maintenant ce dossier que j'ai créé, qui va donc être partagé, et je vais simplement glisser-déplacer mon fichier ISO de Fedora, comme le ferait Alice. Et je vais attendre qu'il soit donc mis dans le cache sur ma machine. Donc là, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce fichier n'est pour le moment que sur ma machine. Il n'est absolument pas transféré à qui que ce soit sur le réseau IPFS. Il ne va pas automatiquement se propager. Donc tant que je n'ai pas partagé ce fichier avec quelqu'un, il est uniquement sur ma machine. Voilà, le fichier est transféré et vous voyez qu'il a sa signature que je vous ai montré tout à l'heure, qui commence généralement d'ailleurs par QM. Et maintenant, eh bien, nous allons voir comment on peut le partager. Alors j'ai deux choix ici. Soit je partage uniquement le fichier, en cliquant ici et en faisant un copier le SID pour l'envoyer par exemple par email. Donc je fais par exemple copier ici et il va se mettre dans le presse-papier. Soit je peux cliquer sur partager et à ce moment-là, ça me donne un lien complet qui peut être mis directement dans un navigateur. Vous voyez d'ailleurs que ce lien commence par ipfs.iso. En fait, c'est un portail qui est mis à votre disposition et qui va vous permettre d'envoyer ce lien à vos amis et ils vont pouvoir le coller dans leur navigateur pour pouvoir télécharger le fichier. Pour ça, ils devront installer bien sûr IPFS et le compagnon IPFS, l'extension compagnon IPFS sur leur navigateur. Mais à partir du moment où tout le monde décide d'utiliser IPFS ensemble, hein, que ce soit vos amis ou vos collègues de travail, forcément tout le monde doit installer l'outil sur sa machine, donc le nœud IPFS, l'extension qui va bien sur le navigateur, et tout se passera bien pour tout le monde. Ou sinon, l'autre choix, eh bien, c'est de partager le dossier, puisque le dossier aussi a sa signature. Donc vous pouvez tout simplement cliquer ici, faire par exemple donc partager, et vous avez un lien qui vous amène directement au dossier. D'ailleurs, je vais prendre ce lien et je vais le coller dans mon navigateur pour voir comment ça se passe. Voilà, vous voyez, j'ai collé le lien dans mon navigateur et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Vous voyez donc le fichier ISO qui est ici, sur lequel je peux cliquer et donc je peux le télécharger. Alors maintenant, comment importer un fichier à partir d'un CID qu'on vous a envoyé par email ou par messagerie? Eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton importer ici et de cliquer depuis IPFS. Et là, vous avez soit la possibilité eh bien, de copier le CID qu'on vous a envoyé, vous avez ici un exemple qui vous est donné, soit le chemin IPFS qui peut être aussi donné, vous obtiendrez exactement le même résultat. Le plus simple, c'est simplement d'envoyer le CID du fichier. Comme par exemple ici, si je fais copier CID, je fais depuis IPFS, je le colle. Alors bien sûr, vu que c'est mon fichier, ça ne va pas marcher hein, puisque je l'ai déjà. Mais je clique sur importer et hop, le fichier qui est partagé avec moi va immédiatement apparaître ici dans mon application. Donc vraiment très simple, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.